La journée du lendemain s'annonçait chargée. Mais les 2 soirs de festivités ayant fait leur œuvre, la forêt resta silencieuse au matin, à peine perturbée par les ronflements des dormeurs les moins farouches. Nemo émergea péniblement, d'autant plus qu'il ne souhaitait pas réveiller Debra. Ce fut elle, en fin de compte, qui le sortit du sommeil. « Nemo, lève-toi. » Pourquoi était-elle si sérieuse, si agitée ? Il ne devait pas être midi, le soleil n'était, à l'évidence, pas encore levé. « Dépêche-toi, insista-t-elle. Il se passe quelque chose. » Il entr'ouvrit les yeux. En effet, il faisait sombre. Il faisait trop sombre. Le ciel au-dessus d'eux était obscurci par un nuage tellement noir et tellement démesuré que la lumière du jour en était presque absente. « C'est bon, je me lève. Arrête ça, articula-t-il encore à moitié endormi. « Je ne fais rien, idiot. Au contraire, j'essaie de le disperser, mais il n'y a rien à faire. » À sa voix, il la sentit plus effrayée que vexée, ce qui eut pour effet de finir de le réveiller d'un coup. « Un orage arrive, un orage gigantesque, » chuchota-t-elle d'une voix blanche. Et en effet, avant que Nemo ne sente les premières gouttes, un grondement de fin du monde retentit d'un coup, balayant au passage l'ensemble des sommeils. À l'engourdissement succéda la panique, tandis que des trompes d'eau commencèrent à s'abattre. En un instant, Nemo était trempé. Il ne voyait plus à 2 mètres devant lui, et les détonations se multipliaient, toujours plus fortes, toujours plus proches. Nemo pensa aux scorpiros plus qu'il ne les vit. La plupart d'entre eux étaient assoupis alentour, à l'air libre, et avaient une peur panique de l'eau. Il en appela à la terre pour dresser un abri de fortune, mais tout ce qu'il parvint à obtenir fut un mur de boue liquide qui s'affaissait aussitôt dressé. La pluie s'intensifiait encore, l'impact des gouttes devenait presque douloureux sur sa peau, et il devint bientôt impossible de respirer sans se protéger d'une main, au risque de s'étouffer. « Debra !» hurla-t-il à l'aveugle. « Tu peux vraiment rien y faire ?» Si elle lui répondit, il ne l'entendit pas, mais bien vite, il fut capable de respirer normalement à nouveau, comme si l'air autour de son visage s'était mis à repousser les gouttes, formant une sorte de scaphandre invisible. C'était mieux, bien mieux que rien. « C'est mon maximum pour l'instant !» put-elle crier à son intention. Il vit brièvement que son propre visage était protégé de la même manière. « Il faut trouver Koda. Il pourra pas faire grand-chose non plus !» La tempête empirait de seconde en seconde. Déjà trempé, Nemo sentait le sol se ramollir sous ses pieds, et de petits ruisseaux de plus en plus forts s'écoulaient en tous sens, risquant à tout moment de le déséquilibrer. Il s'enfonçait dans la terre spongieuse, se déplaçant avec de plus en plus de difficultés. Il entendait des sifflements stridents retentir de manière indistincte. Il y discernait de la panique. « Abra, où êtes-vous » Son hurlement resta sans réponse. Il chercha l'épaule de Debra pour pouvoir l'attirer à lui et se faire entendre. « Tu peux continuer à me protéger même si je m'éloigne » cria-t-il au plus près de son oreille. « Oui, ça devrait aller » répondit-elle en criant à son tour. « À quoi tu penses ?»« L'arbre, il est à quelques pas, il faut l'ouvrir pour que tout le monde puisse s'abriter » hurla-t-il. Il fut interrompu par un grondement terriblement plus fort que les autres, accompagné d'un flash aveuglant, si proche qu'il sentit tous les poils de son corps se hérisser d'un coup. Tous ses sens étaient saturés, mais il entendit, lointaine, la voix de Debra prendre les accents autoritaires typiques qu'elle avait sous sa forme de petite fille. « Je m'en occupe. Ramène les scorpiros. T'arrives à peu près à communiquer avec eux. Si tu es perdu, suis le courant d'air. Je vais faire en sorte de le maintenir. » C'était un bon plan. Il ne prit pas la peine de répondre. Concentré au maximum sur les vibrations du sol, qui n'avaient jamais été si difficiles à lire, il s'élança contre le torrent d'eau qui s'abattait à hauteur de ses genoux, puis bientôt de ses cuisses. Heureusement, le scaphandre invisible préservait un petit peu de sa vision. Il trouva un premier scorpiro en proie à une sorte de crise de panique, tétanisé et le souffle court. Impossible de lui faire entendre raison. Alors il en appela à la personnalité d'Axine, qui lui sembla lointaine et profondément endormie en lui. Il posa la main sur la carapace rouge, rendue sombre et luisante par la pluie, et tenta d'insuffler une pensée rassurante, une direction, un ordre. À l'abri, dans l'arbre, c'est par là. Son entreprise sembla fonctionner. Aussi, il la répéta, encore et encore, arpentant les alentours en cercle de plus en plus élargi. Quand il ne sentit plus de vibration, il suivit le courant d'air qui le reliait à Debra.
C'est alors que le vent redoubla de violence. La grêle succéda à la pluie. Sur le moment, il eut l'impression que les gouttes s'étaient alourdies et raréfiées. Puis rapidement, il sentit des impacts piquants, de plus en plus lourds, et aussi douloureux que des jets de pierre. La bulle d'air autour de son crâne avait de plus en plus de mal à l'en protéger. Le bruit changea aussi. Les éclairs redoublaient, toujours plus proches, toujours plus violents. Mais la grêle au sol jouait un requiem assourdissant, à côté duquel la pluie paraissait une mélodie bien douce. S'embourbant toujours plus profondément, presque jusqu'à la taille, trébuchant et se relevant bon gré mal gré, il dut presque se résoudre à ramper, endurant la douleur et les ecchymoses qui se multipliaient sur son dos et ses épaules, cramponné de toutes ses forces au mince courant d'air qui lui donnait une direction. Il sentit plus qu'il ne vit qu'il pénétrait à l'intérieur de l'arbre. Les impacts des grêlons, insupportablement lourds et durs désormais, cessèrent d'abord sur son crâne, puis rapidement sur le reste de son corps. Sa vue retrouva une acuité à peu près normale, et la douleur commença lentement à refluer. Les scorpiraux tremblants étaient rassemblés partout à l'intérieur du tronc, qui aurait largement pu en contenir le double. Au milieu du cercle improvisé, une des bras trempée et une Téna tremblante s'assuraient que personne n'était grièvement blessé. « Est-ce que tout le monde est là ?» demanda Nemo d'une voix éraillée à force d'avoir crié. « Il manque de petits !» siffla la matriarche d'une voix stridente. « Sumer, Sulumor, où êtes-vous » Nemo n'aurait jamais imaginé la voir dans un tel état de panique. Malgré son propre épuisement, il n'hésita pas. « Je retourne les chercher. » À peine avait-il tourné les talons qu'une silhouette massive franchit l'ouverture, découpée dans le tronc de l'arbre. Le vieux jardinier avançait d'un pas imperturbable. Il dégageait une solidité sans faille. La grêle semblait à peine l'approcher. Dans chaque bras, il portait un scorpiro tremblotant. « Reste là, fiston, » ordonna-t-il. « Je ne sais pas si t'as remarqué, mais ça brasse un peu, là dehors. » Comme pour lui répondre, une rafale d'une violence inouïe souffla derrière lui. Ni l'arbre, ni le jardinier ne bougèrent d'un pouce. Il déposa les deux créatures qui se précipitèrent en tremblant jusqu'à Téna pour se cacher sous sa pince et son moignon. Le jardinier s'avança tranquillement jusqu'au milieu de l'espace et, d'un claquement de doigts, fit jaillir un brasier aussi démesuré que surnaturel. L'atmosphère tendue se réchauffa immédiatement. De nombreux scorpiros prirent place autour et plongèrent l'extrémité de leur queue tremblante dans les flammes afin de s'y réchauffer. Nemo et Debra s'avancèrent un peu plus prudemment. « On se sent un peu mieux, pas vrai ?» demanda le jardinier sur le ton de la discussion. « Debra, tranche-flamme, je vous félicite, c'est du très beau boulot », ajouta-t-il en observant l'ouverture qui avait été pratiquée en urgence dans le tronc massif. C'est alors qu'une absence frappa Nemo de plein fouet. « Où est Koda ?» Debra devint livide. Ils se précipitèrent à l'unisson vers le trou qui, par contraste avec les flammes, était désormais si obscur qu'il semblait un mur de ténèbres. Le jardinier les saisit chacun par une épaule alors qu'ils se précipitaient dehors. « C'est inutile, il a choisi de rester. Vous ne pouvez pas l'aider. »« Mais il est complètement fou !» hurla Debra au bord de la crise de nerfs. « Abra, elle a raison, on ne peut pas le... » « Écoutez-moi tous les deux, s'il vous plaît. Si quelqu'un est capable d'endurer ça, c'est lui, pas vrai ? Quelqu'un devait rester. S'assurer que tout le travail accompli ces derniers mois ne serait pas détruit en un instant. Il a choisi de rester pour ça. Ce serait un bien mauvais service à lui rendre que de vous perdre en essayant de lui venir en aide. Faites-lui confiance. » Ils renoncèrent mais ne se détendirent pas. Nemo resta assis silencieusement alors que la tempête semblait redoubler de violence. Il n'avait jamais vu Debra aussi agitée. Marchant de long en large à l'intérieur de l'arbre, elle semblait toujours sur le point de se précipiter dehors, mais les mots du jardinier semblaient l'avoir entravée. Alors elle marchait, comme un lion en cage. Après s'être assuré que tout le monde allait bien, le vieil homme se dirigea vers elle et la contraint, avec douceur mais fermeté, à s'asseoir. Ils parlèrent longtemps, trop loin pour que Nemo puisse écouter leur échange, mais quand ils eurent fini, Debra avait l'air un tout petit peu moins agitée. Elle se préoccupa des scorpiros et quand elle fut certaine que tous allaient bien, elle finit par se rasseoir. Le jardinier, par un étrange miracle, avait toujours son guitare-arc. Il entonna des chants joyeux, sa grosse voix couvrant de son mieux le tumulte extérieur. La tempête se poursuivit des heures durant, toujours plus violente, toujours plus bruyante. La pluie, la grêle, le vent, le tonnerre, jamais l'arbre ne trembla d'un seul millimètre.
et tous finirent par s'habituer, par se calmer. Certains, enfin, se rendormirent. Nemo, parmi les derniers, suivit le mouvement, adossé au tronc, à bonne distance du brasier qui flambait toujours aussi haut et fort. Une idée tira Nemo de sa torpeur. Il ouvrit les yeux et, observant les alentours, comprit que Debra l'avait eu avant lui. Il entreprit l'ascension de l'arbre à petits pas courts et vifs. Arrivé dans la chambre de la vigie, il la trouva peuplée de dormeurs, un grand feu ronflant dans la cheminée. Debra sortit silencieusement de la petite salle de bain aménagée dans une alcôve. Ses cheveux étaient toujours humides, mais elle portait des vêtements secs et avait retrouvé des couleurs. « Tu ne m'as pas réveillé, chuchota-t-il. Aucune trace de reproche, juste un constat. « Parle moins fort, la plupart dorment. Il fallait que je m'en occupe. Je me suis dit qu'il serait mieux ici. »« Tu as eu raison. » Ils se dirigèrent sans bruit jusqu'au parapet pour observer la forêt. La pluie n'atteignait pas la chambre, bloquée par une astucieuse inclinaison du toit. Tout était encore très sombre. Le vent soufflait toujours aussi fort, la pluie et la grêle s'abattaient en alternance. Les éclairs s'étaient un petit peu éloignés. « J'ai cherché Koda. Impossible de le trouver dans ces conditions, » signala-t-elle, devinant qu'il allait poser la question. Comme il était le plus habile pour utiliser la vision de la chambre, Nemo essaya à son tour, mais renonça en voyant qu'il n'obtenait pas plus de succès. « Il est au bulbe. » Le jardinier s'était glissé dans leur dos sans faire le moindre bruit. « Vous pouvez le voir » demanda Debra avec espoir. « Non, mais je le sais. » En attendant que la tempête passe, ils se mirent en quête de nourriture, qu'ils trouvèrent facilement et en abondance, comme si la chambre de la vigie avait été préparée à recevoir d'un coup des dizaines de rescapés confinés. La lumière ne variait pas, la météo non plus. Ils restèrent à l'intérieur de l'arbre, se relayant pour dormir, pour discuter, pour proposer de quoi se divertir. Le temps s'englua. Nemo et Debra sortirent à tour de rôle pour appeler Koda, mais revenaient à chaque fois très vite, penauds, chahutés et trempés. Le jardinier prit le temps d'aménager la chambre, à l'aide de tape-terre et de tranche-flammes, pour lui permettre d'accueillir plus confortablement les scorpiraux. Il ne semblait jamais dormir, toujours occupé à monter une cloison, à tailler une alcôve, à fabriquer un meuble. Quand tout le monde fut rassemblé dans la chambre, ne descendant plus du tout, le vieil homme et les deux outils animés s'attaquèrent au rez-de-chaussée, et Nemo ne les revit plus pendant ce qui lui sembla être des jours entiers. Un jour, un matin, il n'aurait su dire, il s'éveilla, tiré d'un sommeil léger par l'idée obsédante et inconsistante d'une incongruité. Des corps immobiles dormaient partout autour de lui, des bras comprises. Le jardinier était introuvable. Nemo se leva sans bruit et s'approcha du parapet. Le blanc avait remplacé le gris. Mais surtout, et c'est ce qui l'avait réveillé, le bruit avait cessé. L'air était glacé. La vision était plus obstruée que jamais. La forêt était d'un blanc immaculé. « Il neige » chuchota-t-il pour lui-même. Nemo se précipita dans l'escalier, aussi vite que lui permettait le silence. Il dévala les marches 4 à 4, de plus en plus vite à mesure qu'il s'éloignait de la chambre. Il sauta les 10 dernières marches, atterrissant dans une pièce qu'il ne reconnut pas. Une cheminée avait été taillée, une table, des bancs, des chaises, une petite cuisine au feu de bois, des toilettes sous l'escalier et même, comble du luxe inattendu, des fauteuils. Et un large canapé taillé dans le bois, recouvert d'une épaisse couche de feuilles à l'aspect moelleux. Tout semblait avoir été pensé pour la forme et la taille, non seulement des humains, mais aussi des scorpiraux. Ne me juge pas, c'est encore un peu spartiate. Je te présente la chambre du refuge. Je me suis dit que c'était nécessaire au vu des circonstances. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est absolument parfait, répondit Nemo avec sincérité. Il neige, je vais chercher Koda. Tu as bien raison. Laisse-moi une seconde avant, tu veux ? Le jardinier s'approcha de la cheminée flamboyante et sembla attraper un petit peu de flamme dans sa main. Il revint vers Nemo et posa doucement la main sur son front. Ce dernier sentit une douce chaleur émaner de sa tête, comme une bulle qui l'enveloppait. « Voilà, comme ça tu verras devant toi. Merci beaucoup. » Il sortit. Le jardinier n'avait pas menti. La bulle le protégeait de la neige qui fondait instantanément autour de lui et lui assurait un petit peu de visibilité. Il partit en courant en direction du bulbe.